Je pense que l'enjeu principal, c'est de savoir prendre soin de soi, des autres et de la planète. Et le problème, c'est que c'est un enjeu qui est très difficile, beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît quand on l'énonce. Et ça s'énonce simplement, mais ça se vit beaucoup plus difficilement. Et je pense que pour prendre soin de soi, il faut d'abord apprendre à prendre soin de soi. Il faut apprendre d'où on vient, quelles ont été les difficultés qu'on a surmontées, celles qu'on ne s'est jamais dites à soi-même, qu'on n'a pas forcément dites dans la famille, qu'on n'a pas forcément dit même dans la société. Il y a beaucoup de tabous, et je pense qu'il faut dépasser les traumatismes qui nous ont façonnés en partie. Prendre soin des autres, c'est s'engager pour les autres, non seulement nos proches, mais aussi nos communautés les plus voisines, celles qu'on côtoie au quotidien, mais si aujourd'hui on est dans des communautés hyper connectées et la communauté globale est au moins aussi importante. Et prendre soin de la planète, c'est juste devenu indispensable, parce qu'on se rend compte que si on ne le fait pas, alors on a tout un tas de problématiques avec le changement climatique, avec le Covid, avec l'érosion de la biodiversité, qui font que collectivement on va aller dans le mur. Et je pense qu'en fait, on a une culture de l'exploitation et on a une culture de la compétition. Et on est prêt à tout sacrifier pour la compétition. On s'exploite soi-même. Et donc cette exploitation déjà de soi et puis des autres. Parce qu'il y a énormément de gens qui s'exploitent les uns les autres. Et notre histoire est pleine de pays qui exploitent d'autres pays. Et on a besoin de se réconcilier avec soi pour se réconcilier avec les autres. On a besoin de se dire quelle est notre histoire commune, quels sont éventuellement les moments qui n'ont pas été les plus sympathiques, pour pouvoir se demander où est-ce qu'on est aujourd'hui et où est-ce qu'on a envie d'aller demain. Je pense qu'aucun d'entre nous n'est aussi parfait qu'il le souhaiterait. Et donc déjà, s'accepter dans son humanité, c'est-à-dire dans son imperfection, revenir à des choses de base, que les humanistes disent depuis très longtemps, que l'erreur est humaine, que l'errance est humaine, et qu'on a besoin même d'explorer pour avoir une chance de se trouver. Et donc on a besoin de se réconcilier avec soi, avec l'ensemble de ses errances, et celles de nos parents, celles des générations précédentes, pour pouvoir essayer de se projeter de manière positive vis-à-vis de nous, vis-à-vis de nos enfants et vis-à-vis des générations qui viennent. Je pense que assez fondamentalement, traditionnellement, l'éducation transmet ce qu'une génération a acquis à la suivante. Le problème, c'est que les solutions d'hier, si elles suffisaient à résoudre le problème du Covid ou le problème du climat, honnêtement, on le saurait. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Et donc, il va falloir pas simplement connaître les solutions d'hier, il va falloir inventer les solutions de demain. Et ça suppose pas d'être uniquement en compétition les uns avec les autres, parce qu'aucun d'entre nous n'aura la solution à lui tout seul. Il va falloir apprendre à travailler ensemble, à travailler en intelligence collective, et à relever ces défis personnels, locaux, globaux, en utilisant l'intelligence collective et en apprenant les uns des autres et en comprenant la complémentarité de nos approches et de nos points de vue. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup, c'est la métaphore de l'éléphant et des 6 aveugles. Et en fait, chacun des aveugles dans cette légende indienne touche un bout de l'éléphant. Celui qui touche la patte, par exemple, est persuadé qu'il a un tronc d'arbre dans les mains. Celui qui touche la trompe pense que c'est un serpent. Celui qui touche l'oreille pense que c'est un rideau. Et ils ont tous leurs points de vue différents et ils sont en conflit. Et il y a quelqu'un qui passe et qui leur dit que s'ils avaient un peu plus de vision, un peu plus de temps, un peu plus d'écoute, ils pourraient peut-être combiner leurs savoirs respectifs pour essayer de mieux comprendre la complexité à laquelle ils sont confrontés. Et je pense qu'on a tous besoin, on est tous des aveugles et on a tous des éléphants qui sont éventuellement très très gros devant nous. Le Covid est un très gros éléphant, le climat et tous les enjeux de société sont évidemment très complexes. Et donc on a besoin de dialoguer les uns avec les autres. On a besoin de comprendre le point de vue de l'autre. On a besoin d'empathie et de compassion pour se mettre à la place des autres et se rendre compte que la solution ne viendra que d'un collectif qui sera capable de se mettre d'accord sur les meilleures manières d'être confronté à ces problèmes de développement durable dont on a tous besoin de savoir les résoudre. On a besoin d'apprendre autrement, mais on a besoin d'apprendre les uns des autres. On a besoin d'apprendre le respect, on a besoin d'apprendre la coopération, on a besoin d'apprendre la créativité, on a besoin d'apprendre l'esprit critique, on a besoin d'apprendre la communication, on a besoin d'apprendre la compassion, on a besoin de se donner les moyens de faire ensemble des choses qu'on ne saurait pas faire seul. On a beaucoup appris à être en compétition les uns avec les autres, en tout cas pour ceux qui ont avancé dans le système éducatif, en particulier en France, mais dans beaucoup de pays, la compétition domine. On a été beaucoup en
compétition les uns avec les autres sur notre capacité à mémoriser, à calculer. Par exemple, moi c'est comme ça que j'ai été sélectionné. On est aujourd'hui dans un monde où les machines mémorisent et calculent infiniment mieux que nous. Donc on voit bien qu'il faut qu'on développe des dimensions très humaines qui quelque part existent depuis toujours, mais dont on a encore plus besoin aujourd'hui. Et cette capacité à apprendre les uns des autres et à apprendre à développer notre humanité me semble essentielle parce qu'on a devant nous de très gros enjeux éthiques. Et je pense que les solutions techniques, on les trouvera. Mais la technologie peut être utilisée pour le meilleur comme pour le pire. Et donc si on n'a pas mis au cœur de nos apprentissages l'éthique, Aristote disait déjà qu'il y avait épistémé, techné et phronésis. Épistémé, c'est la science et on en a beaucoup progressé depuis. Techné, c'est la technologie, elle a encore plus progressé. Mais la phronésis, qui est l'éthique de l'action, malheureusement on l'a oublié. Et je pense qu'il faut remettre ces questions d'éthique de l'action au cœur des systèmes éducatifs, au cœur des systèmes de valeurs que l'on cherche à transmettre aux plus jeunes et aux moins jeunes. Disons que apprendre à apprendre, on le fait spontanément. Même une bactérie, par certains côtés, apprend à résoudre ses défis. Apprendre à apprendre, c'est développer une forme de réflexivité sur ce qu'on apprend. Par exemple, apprendre que quand on dort mieux, on apprend mieux. Mais ça peut aussi être que quand on est trop stressé, on apprend moins bien. Mais ça peut aussi être qu'on apprend mieux dans un collectif. Surtout si on sait construire un collectif bienveillant dans lequel la critique est constructive, dans lequel on prend le temps de s'écouter. Et donc apprendre à apprendre, on peut l'apprendre en tant qu'individu, on peut l'apprendre en tant que collectif, on peut l'apprendre en tant qu'organisation. Il y a des organisations apprenantes, on peut l'apprendre en tant que territoire, on peut l'apprendre en termes de société, on peut l'apprendre en termes de planète. Donc une planète apprenante, c'est une planète où on apprend les uns des autres à toutes les échelles et où on documente et on partage ce qu'on a appris et on réfléchit sur ce qu'on a déjà appris et sur ce qu'on pourrait apprendre ensemble, peut-être en s'inspirant de ce qui a été fait et appris à l'autre bout du monde. Un territoire apprenant, c'est un territoire dans lequel systématiquement on s'interroge sur qu'est-ce qu'on a appris, quels sont nos défis et qu'est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres et peut-être d'autres territoires pour mieux apprendre. Et donc par exemple, c'est un territoire qui organise une fête de l'apprendre, éventuellement le 24 janvier, parce que c'est la Journée nationale de l'éducation, pour célébrer ce qu'on a appris sur ce territoire. Mais c'est aussi un lieu dans lequel on crée des espaces physiques et temporels, voire digitaux, où on va pouvoir documenter ce qu'on a appris, on va pouvoir le partager, on va pouvoir l'offrir aux autres. Et quand on réfléchit sur ce qu'on a appris, quand on célèbre ce qu'on a déjà appris, généralement on n'a pas appris seul. On va pouvoir célébrer ce qui nous ont permis d'apprendre. Et puis on va pouvoir s'interroger sur ce qu'on souhaite apprendre. Et peut-être que ce qu'on souhaite apprendre, ma voisine l'a appris l'année dernière et sur le même territoire, on peut organiser des carrefours de rencontres intéressantes, des lieux où on va pouvoir apprendre les uns des autres et créer un espèce de Tinder de l'apprendre qui peut marcher à des échelles locales sur ce territoire, mais éventuellement à d'autres échelles. Je pense qu'en fait, sur tous les territoires, on a des défis locaux. On a tous des défis personnels, mais on a aussi des défis collectifs. Et ces défis collectifs, si on savait les résoudre simplement, ça se saurait. On les aurait déjà résolus, ça ne serait plus des défis collectifs. Donc c'est des défis où on a besoin de se mettre ensemble pour réfléchir à qu'est-ce qu'on peut inventer collectivement qu'on ne saurait pas faire seul. Et donc un territoire apprenant, c'est un territoire qui se retrousse les manches, crée des lieux de dialogue, crée des moments dédiés à la rencontre, à l'écoute, à l'empathie et à la capacité à co-construire ensemble des choses que personne ne saurait faire seul, ni les grands sachants à plumes, ni les gens qui ont les mains dans le cambouis, mais peut-être que si on se parle tous, on va peut-être les uns et les autres apprendre les uns des autres. Les freins principaux viennent de nous. On a tous des barrières mentales dans la tête. On est tous nés dans un système éducatif du XXe siècle, en tout cas pour une bonne partie des adultes, et on a éventuellement subi ce système et on peut être plus ou moins victime d'un syndrome de Stockholm, qui est qu'on finit par tomber amoureux de ses bourreaux. Et donc on peut trouver qu'il est parfaitement normal d'avoir appris comme on a appris et considérer que nos enfants doivent apprendre comme nous et que nos élèves doivent apprendre comme nous avons appris. Et je pense qu'il faut arriver à sortir de ça.
Et il faut arriver à sortir non seulement individuellement, mais collectivement. Et en plus institutionnellement. Parce qu'un autre très gros frein, c'est le nombre de niveaux hiérarchiques dans le système éducatif, dans une moindre mesure dans les universités. Et on a besoin de s'autoriser à penser autrement. Et ça, je pense que c'est la plus grosse barrière. Mais en fait, une des manières de le faire, c'est de discuter avec les jeunes eux-mêmes. C'est de voyager, c'est de se rendre compte que, on n'a pas appris à affronter le Covid sur les bancs de l'université. Et néanmoins, on a fait ce qu'on a pu, mais on s'en est sorti. Et donc on a forcément appris quelque chose. Donc on apprend dans plein d'endroits aujourd'hui. On apprend de plein de manières. Et je pense que si on en prend conscience et si on co-construit collectivement de nouvelles manières d'apprendre, si on capitalise sur ce qu'on a déjà fait, sur ce qu'on aimerait faire, sur ce que d'autres ont fait peut-être ailleurs, et qu'on mutualise et qu'on est dans cette planète apprenante où on apprend les uns des autres en regardant typiquement des pays un peu plus avancés, un peu plus créatifs que d'autres. Et il y en a. On cite régulièrement la Finlande, mais on peut parler du Canada ou de Singapour si on prend un pays par continent. Donc il y a différents endroits où les acteurs savent se réinventer, et je pense que ça donne beaucoup d'espoir. Et moi, par exemple, de voir que parmi les exemples les plus inspirants qui existent aujourd'hui, il y a des exemples en Haïti. Se dire que la fondation Lego pense que le collège Quatre-Pressoirs en Haïti est l'une des meilleures écoles du monde, qui prépare le mieux au XXIe siècle, je trouve que c'est un formidable message d'espoir. Parce qu'on voit bien que ça n'est pas réservé à un certain nombre de pays ou à un certain niveau de vie moyen, c'est une capacité, une posture plus créative. Mais en fait, on le sait parce que déjà Socrate ou Maria Montessori avait, dans d'autres temps, à d'autres époques, y compris pour les plus défavorisés, mis en place des systèmes qui permettent l'épanouissement de chacun, tout en développant, y compris les compétences de base. Les jeunes du collège Quatre-Pressoirs, ils peuvent gagner des médailles aux Olympiades de sciences internationales. Donc, ils sont très bons en sciences, mais ils sont devenus bons en sciences, non pas parce que ils ont bourriné sur des équations, mais parce qu'ils avaient envie de résoudre des défis personnels et locaux de leur communauté qui les ont amenés à se dire que la science était une manière de progresser. Et donc c'est créer la motivation et encourager ces jeunes à être les acteurs du monde de demain, c'est-à-dire qu'ils partent des défis qui sont devant eux et puis ils se retroussent les manches et ils co-construisent des solutions, et au passage non seulement ils améliorent leur propre environnement, mais ils développent des compétences qui sont typiquement ces compétences du XXIe siècle. Cette capacité à relever des défis complexes, cette capacité à coopérer, cette capacité à l'esprit critique, cette capacité à la créativité, et évidemment ils s'appuient sur la science, évidemment ils s'appuient sur la technologie, évidemment ils s'appuient sur leur capacité à s'exprimer et donc à être bon à l'écrit, à l'oral, etc. Et donc en fait les différents apprentissages dits fondamentaux sont en fait des fondements pour l'expression et pour la réalisation de projets qui tiennent à cœur à ces jeunes. Disons qu'il y a toujours un dilemme entre exploiter ce qu'on sait et explorer ce qu'on ne sait pas. Et donc tout chercheur est un explorateur de l'inconnu et il part toujours d'une partie de ce qu'il sait. Il peut avoir des intuitions sur ce qu'il ne sait pas, mais par définition, il est confronté à l'inconnu. En fait, je pense que ce qui s'est passé progressivement, c'est que l'exploration disciplinaire se produit un peu toujours là où la discipline a déjà suffisamment avancé. Mais là où la discipline a avancé, c'est peut-être très intéressant intellectuellement, c'est pas forcément satisfaisant face à des problèmes que la discipline ne sait pas forcément aborder à elle seule. Et donc en fait, je pense qu'il faut non seulement explorer, je pense qu'il faut explorer de nouvelles manières d'explorer. Et donc à mon avis, la recherche interdisciplinaire, c'est explorer avec des chercheurs d'autres disciplines. La science participative, c'est explorer avec les citoyens, c'est travailler y compris avec les plus jeunes. On a des programmes comme les Saventuriers qui sont des programmes où on invite les enfants eux-mêmes à collaborer avec des chercheurs et par leur questionnement, pouvoir passer d'un questionnement peut-être un peu enfantin au départ, un peu naïf, mais qui peut très vite devenir très pertinent et impertinent à la fois. Et à partir de là, on peut leur offrir des méthodes qui peuvent les aider à éventuellement explorer de nouveaux champs.
Dans 10 ans, il faut espérer que les objectifs de développement durable, dont l'objectif est 2030, soient réalisés. Et je pense que la seule manière de contribuer à les réaliser, c'est de faire en sorte que tous les jeunes du monde soient formés à comprendre ces enjeux et à relever les défis qui sont à leur échelle, à commencer par leurs défis, encore une fois, personnels et locaux. Et s'ils savent résoudre ces défis personnels et locaux, la probabilité qu'ils contribuent aux défis globaux me paraît beaucoup plus importante. Et donc, je pense qu'on peut organiser des choses comme ça. On peut, par exemple, organiser des Olympiades du développement durable dans lesquelles tous les jeunes, au lieu d'être uniquement en compétition sur le sport, vont être en compétition ou en coopétition, même en coopération compétitive, où ils vont avancer les uns après les autres et ils vont partager systématiquement leurs solutions, ils vont apprendre les uns des autres et ils vont être capables de créer une saine émulation qui est, voici les solutions que j'ai mis en œuvre à mon échelle et je suis ravi que quelqu'un d'autre puisse s'en emparer pour les adapter à d'autres contextes. S'il y a une personnalité qui m'a inspiré, c'est Greta ou Malala, d'accord ? C'est-à-dire des jeunes femmes en l'occurrence qui se sont engagées pour une cause qui leur tenait à cœur et qui ont montré qu'elles pouvaient mobiliser non seulement elles-mêmes et les quelques personnes autour d'elles, mais progressivement des millions de gens. Et donc ça, je trouve ça profondément inspirant. Et si je devais citer un écrit, il y a ce rapport de l'OMS et de l'UNICEF sur la santé des enfants qui est paru en février de cette année, donc avant que le Covid ne soit aussi visible. Et à ce moment-là, dans ce rapport, il nous explique que si on veut atteindre les objectifs de développement durable, on a fondamentalement besoin de repenser ces objectifs de développement durable en fonction des droits des enfants. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on doit régler ces problèmes ? C'est parce que pour les générations futures, aujourd'hui, leur santé est en danger. Aujourd'hui, ils vivent dans des villes où l'air est pollué. Ils vivent dans des climats qui vont devenir de pire en pire. Ils ont de la malbouffe qui va créer de l'obésité. Ils voient 40 000 publicités dans l'année qui va créer des dépendances et il y a tout un tas de produits qui sont faits pour créer ces dépendances par des multinationales qui ne sont pas toujours très bien intentionnées par rapport à leur santé. Donc il y a besoin de repenser ça et donc je pense qu'on peut réécrire les objectifs de développement durable au regard des enfants et on peut réécrire les droits des enfants en pensant au développement durable.